Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, nous avons créé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil comportemental qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent aux réussites dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent chaque semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de Talents Précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux, suivez Talents Précieux sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter Talents Précieux là où vous nous écoutez. Moi, ils m'animent, les élèves. C'est sûr que je suis tellement fière quand ils arrivent à dépasser une difficulté. Je suis tellement heureuse de les accompagner. Donc ça, c'est vraiment, ça me fait complètement vibrer. Et puis, effectivement, une année ne ressemble pas à une autre parce que voilà, il y a tellement de chemin que j'ai jamais l'impression de faire deux fois la même chose. Même si j'étudie deux fois le même livre, de toute façon, j'apprends encore à relire entre les lignes grâce à eux. Voilà, il me faut encore découvrir des choses. Voilà. Aujourd'hui, jour de diffusion de cet épisode, c'est la rentrée. La fameuse rentrée des classes. Un événement important puisqu'il concerne près de la moitié de la population française. En effet, plus de 12 millions de jeunes Français font leur rentrée à l'école, au collège et au lycée. Et également, ce même jour, il y a près de 800 000 enseignants qui accueillent ces élèves. Et puis j'ai une pensée également pour les parents et le personnel des établissements scolaires qui eux aussi font leur rentrée. Pour participer à l'événement quasi national de la rentrée des classes, nous avons chez Talents Précieux souhaité vous faire écouter un épisode consacré au métier d'enseignante. C'est Valérie Soubrane, enseignante depuis de nombreuses années, qui partage avec nous les clés de la réussite de son année scolaire. Nous avons échangé sur des notions qui sont certes pertinentes pour des enfants, mais qui faisaient également écho à des situations professionnelles de management d'équipe ou de conduite de projet. Vous entendrez donc parler de pédagogie bienveillante, de créativité, d'astuces pour retenir, d'appropriation par le concret, mais également d'entraide, de confrontation d'idées, de sens du travail et du contournement des difficultés. Si vous êtes parent, vous vous reconnaîtrez peut-être vers la fin de l'interview, et je suis sûre que vous ne regarderez plus vos cadeaux de fête des mères ou de fête des pères de la même façon quand vous entendrez l'histoire de leur élaboration. Bonne rentrée à tous et bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour Perrine. Merci de nous consacrer du temps. Est-ce que vous pouvez me dire le métier que vous exercez ? Eh bien, je suis professeure des écoles, c'est-à-dire enseignante pour le primaire. Ça fait maintenant 23 ans que j'exerce ce métier. Toujours sous ce nom-là ? Au départ, j'étais institutrice. J'ai fait en fait des études de droit pour être juge pour enfants. Et puis très vite, je me suis aperçue que c'était pas du tout les études que j'avais espérées. Et je me suis dit, en fait, je garde le côté enfant qui m'animait profondément et je me dirige plutôt vers l'enseignement. Ce à quoi mes parents m'ont dit que j'avais commencé le droit et que non, je continuais le droit. Et puis donc j'ai fait une maîtrise. Et au bout de la maîtrise, je leur ai dit, écoutez, j'ai fait ce que vous avez voulu, maintenant je vais faire ce que je veux, moi. Et ça a été vraiment une révélation. C'est long les études pour devenir enseignant ? Alors à l'époque, il fallait un bac plus 2. Donc on avait une première année où dès la première année d'ailleurs nous étions moitié du temps en formation et moitié du temps en cours théorique. Deuxième année identique avec un concours qui avait lieu, je ne me souviens plus, est-ce que c'était fin de première année. Voilà, mais je crois que tout ça a bien changé depuis.
Donc dans le bain, j'entends que la première année, vous êtes déjà dans une salle de classe au moins à temps partiel, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors ce que j'ai adoré dans cette formation, c'est que c'était extrêmement concret et pratique. Moi, c'est ce que j'aime, c'est ce contact évidemment avec les élèves qu'on vit à travers nos stages. Donc c'était des stages qui duraient entre, je dirais, 3 semaines, c'est ça, 3 semaines. Le temps de voir notre maître de stage à l'œuvre dans sa classe. En fait, on était au début petite souris, juste en observation. Et puis, selon le maître de stage et selon aussi sa propre envie, on mettait la main à la pâte sur des activités extrêmement ponctuelles, avec ce qui était absolument merveilleux, un retour de cet enseignant par rapport à la gestion du groupe et à l'animation. Ça permettait de réorienter par rapport à nos objectifs si ça n'avait pas été ce qu'il fallait, et puis animer correctement et apprendre aussi de ses erreurs. Donc c'était vraiment intéressant. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'adore accueillir des stagiaires. Oui. C'est un vrai plaisir. C'est-à-dire que notre directrice d'école nous sollicite très souvent pour accueillir des stagiaires. Moi, je saute dessus à chaque fois parce que d'abord, je trouve que justement cet échange avec même quelqu'un avec des yeux complètement neufs est intéressant parce qu'elle est aussi peut-être apte à me dire tiens, j'aurais pas envisagé les choses comme ça et être une source de dialogue. Et puis ce que j'aime avant tout, c'est justement répondre à ces questions, former, lui expliquer la raison pour laquelle j'ai envisagé la leçon sous cet angle-là, et puis me dire que peut-être ça sème des petites graines. Vous en avez combien de stagiaires par an? 2, parce qu'en fait, il y en a pas mal dans l'école, mais évidemment, on se les partage aussi entre les maîtresses. Il y a des stagiaires qui sont là et qui tournent également dans les classes. Donc, parfois, elles viennent juste en observation. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement pouvoir, de la même manière que j'ai été observée, l'avoir à l'action, parce que c'est vrai que on se dit toujours, c'est très facile d'animer une classe. En tout cas, quand on le regarde de loin, on se dit le groupe a été grosso modo sage, on est arrivé à nos objectifs. En fait, on s'aperçoit que quand la stagiaire prend la classe en main, il y a tellement de petits rouages très très fins qu'il faut arriver justement à mettre en place, et ça. Au bout de 23 ans, je veux dire, le métier est un petit peu rodé, on va dire, même s'il y a encore, moi j'apprends tous les jours et j'adore apprendre tous les jours. Me remettre en question, j'adore ça. Parler justement, échanger, que ce soit avec justement ces stagiaires, mais surtout avec l'équipe, avec les collègues. Et ce que j'aime énormément dans ce métier, c'est que il y a 2 classes par niveau, qu'on est en général vraiment sur la même longueur d'onde, les maîtresses du même niveau, et qu'il y a un véritable échange à tel point que d'abord on arrive à parler de nos élèves réciproquement pour avoir une vision différente parfois, et qu'on échange aussi nos matières. Donc ça, c'est une vraie richesse. Moi, par exemple, les sciences, c'est pas du tout mon dada. Je préfère la géographie, donc je prends géographie avec ses élèves pendant que ma collègue prend les miens en sciences, qui m'arrange bien. Vous êtes dans quelle classe, à quel niveau aujourd'hui? Alors, je suis en CE2. C'est très drôle parce que depuis 23 ans que j'exerce ce métier, j'ai jamais fait les extrêmes. Ce que j'appelle les extrêmes, c'est-à-dire petit et moyenne section de maternelle, qui, me semble-t-il, est vraiment un métier complètement à part, même plus que les grands qui sont pour moi les CM1, CM2. Donc j'ai balayé grande section, CP, CE1, CE2, avec également des expériences assez inattendues, mais malgré tout très enrichissantes, des doubles niveaux. J'ai fait du CP, grande section CP, mais j'ai également fait du grande section CE1, donc avec un niveau, Et demi-effectifs, c'est ça Oui, alors demi-effectifs, effectivement, c'était des classes qui, n'étaient pas trop conséquentes en termes du nombre d'élèves, puisqu'ils étaient 24, 25, effectivement, mais il y avait là par exemple 18, c'était assez effectivement décalé. Il y avait 18 grandes sections et 6 CE1.
Et en fait, c'était un problème, enfin, 6 CE2, pardon. Le problème qui se posait, je l'ai appris le jour de la rentrée, parce qu'il y avait une classe de CE2 qui, dans l'école, était à 36, et moi, je n'avais que ces 18 grandes sections. Et du coup, voyant le désarroi de ma collègue devant ces 36 élèves, ce qui était effectivement assez ingérable pour elle, je lui ai dit, écoute, je veux bien prendre les 6 CE2 pour, voilà, te décharger un petit peu. Et mais c'était un vrai challenge. Je vous avoue que, alors à l'époque, je faisais du travail personnalisé, donc puisque j'ai une formation Montessori, ce qui m'a considérablement aidée. Voilà. Et finalement, contre toute attente, j'ai trouvé que c'était 2 niveaux qui étaient assez facilement, enfin qu'on pouvait lier, on pouvait mettre du lien entre les deux. Il a fallu pousser un petit peu les grandes sections à devenir assez autonomes rapidement, ce qui, à mon avis, est très bénéfique pour eux. Mais ça, justement, la pédagogie du Montessori m'y a énormément aidé. Et puis, ce qui était absolument extraordinaire, c'est que je n'avais que 6 CE2. Donc, ces petits moments privilégiés où je pouvais grappiller une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, parce que ça n'excédait jamais, ou peut-être maximum 40 minutes, parce que après, il fallait que je rattrape tout le groupe. En fait, ça compte pratiquement double quand on n'a que 6 élèves, parce que c'est pratiquement du travail individualisé avec voilà, une vraie relation très très individuelle et personnelle. Exactement. Qu'est-ce que ça apporte la méthode Montessori? Qu'est-ce qu'elle vous permet de faire qu'une autre méthode vous permettrait pas de faire, par exemple? Alors, c'est absolument extraordinaire parce que d'abord, ça permet à chaque enfant d'aller à son rythme. Mais pas à n'importe quel rythme, parce que malgré tout, c'est assez dirigé, c'est-à-dire qu'on aide les élèves à grandir en respectant le rythme de chacun. Alors, ça se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des espèces de on peut appeler ça des jeux, des fiches par matière. Alors nous, on déclinait que le français et les mathématiques. Dans la pédagogie Montessori, on peut décliner toutes les matières, mais on avait pris cette option-là, et c'était l'école en fait, de manière. Enfin, toutes les classes suivaient et avaient été formées à Montessori. Donc chaque enfant va choisir selon un plan de travail qu'on définit par avance, une fiche. Et l'exécute de manière personnelle et individuelle. Et nous sommes là uniquement pour balayer la classe et avoir un œil sur chacun, valider en fait les acquis, faire une remédiation quand effectivement on s'aperçoit que l'enfant est passé à côté, redescendre d'une marche quand effectivement la marche a été trop haute. Mais du coup, chacun vraiment avance en fonction de sa propre progression. Et ce qui est assez inhabituel dans un enseignement frontal, collectif, où en général on fait donc la même notion au même moment, parce qu'on estime que chacun doit suivre un rythme bien collectif. Mais ça veut dire que par exemple, ce lundi matin, il n'y a pas français, les verbes du premier groupe au passé composé. Du tout. Alors, il y a des troncs communs, en fait, qui sont la deuxième partie de la matinée, c'est-à-dire que première partie de la matinée qui était grosso modo, alors ça dépendait en fait du niveau des élèves, j'entends, de leur classe, évidemment, entre 1h30, ouais, il y avait une bonne heure et demie de travail personnalisé, ensuite récréation, et ensuite après on partait sur un tronc commun qui permettait effectivement de faire passer ces fameuses notions du passé composé, voilà, à toute la classe, ce que prenaient ou pas les uns ou les autres en fonction de la maturation et leurs possibilités. Et puis après, justement, par l'intermédiaire de tous ces travaux qui étaient gradués, de revenir avec eux sur ce fameux passé composé, avec des enfants qui allaient tout de suite faire la fiche numéro 5 parce que c'était pas la peine de passer par la 1, le 2, le 3, la 4, et au contraire des enfants qui avaient vraiment besoin de toutes les étapes pour arriver à comprendre le système et y revenir. Et comment est-ce qu'on fait quand un élève est en difficulté dans une classe et qu'on voit qu'il est un peu à la traîne? Eh bien, c'est justement là, en fait, tout l'intérêt de cette pédagogie. C'est-à-dire que c'est une pédagogie qui est en constante évolution. C'est-à-dire que si vous voyez que même la fiche 1 pour l'enfant X
a été trop compliqué, c'est à nous d'inventer l'affiche qui va aller, l'outil qui va aller. En fait, il y a énormément de manipulation, c'est-à-dire qu'on va passer par le concret. D'autant plus qu'on est effectivement dans les petites classes, et de la manipulation qu'on n'a absolument pas le temps d'exploiter en fait en grand groupe, parce qu'effectivement, pour arriver à manipuler, c'est compliqué. Alors, c'est aussi une pédagogie qui nécessite qu'on ait des classes qui soient assez grandes pour avoir un espace suffisant, parce que rendez-vous bien compte qu'effectivement la manipulation, elle passe par un tapis par terre avec plein de petits cubes ou de voilà, et que du coup dans des classes qui sont un peu étriquées, un peu exiguës, il faut alors après, il y a d'autres astuces. On ouvre sa porte, on travaille sur le palier, à condition que les collègues d'en face veuillent bien, et qu'on ait aussi des enfants. Mais curieusement, les enfants sont très respectueux finalement, même si ce sont pour certains des toniques, du calme finalement des autres. Et c'est vrai que j'avais une expérience assez intéressante une année avec un même groupe. C'était un groupe justement de grande section de maternelle. J'ai changé de classe physiquement en cours d'année parce que j'étais dans un préfabriqué en attendant la construction en fait, d'un autre bâtiment. Donc dans ce préfabriqué, j'avais une place minime. Je faisais du travail personnalisé à l'époque, avec, si vous voulez, que des espèces d'étagères en hauteur où les enfants, pour arriver à prendre leur jeu ou leur fiche, étaient obligés d'escalader, enfin de prendre une chaise. Bon, alors beaucoup d'autonomie, c'était certes, mais aussi complexe parce que voilà. Et en fait, au mois de janvier, j'ai intégré cette nouvelle classe. J'avais donc les mêmes élèves, j'avais donc la même façon de travailler, les mêmes fiches, voilà. J'ai eu une ambiance diamétralement différente. C'est-à-dire que là où ils avaient tout le temps besoin de me solliciter parce que c'était trop en hauteur, parce qu'ils avaient besoin de moi, et du coup j'étais sur tous les fronts à la fois, je me suis retrouvée dans une ambiance complètement calme, apaisée, parce que tout était en fait à leur niveau, et j'étais sidérée effectivement de me rendre compte qu'avec les mêmes ingrédients, dans un espace différent, je pouvais avoir une classe aussi changée, transformée. J'ai une question sur le travail de groupe. En entreprise, c'est de plus en plus demandé. On travaille en groupe projet, on travaille en équipe. Est-ce qu'on est formé? Est-ce que vous formez ce travail-là en primaire, ou est-ce que c'est pas encore le moment de le faire? Je pense que ça peut être tout à fait le moment de le faire. C'est vrai que c'est un moyen que j'utilise pas assez. En fait, je trouve ça compliqué. Je trouve ça compliqué parce que il y a des enfants qui vont se laisser complètement guidés ou par le groupe dans lequel ils vont s'insérer, et que du coup ils vont s'oublier. Alors que d'autres vont prendre le lead, qui vont du coup donner toutes les réponses. Et je trouve qu'à cet âge-là, en fait, c'est toute la difficulté d'arriver à trouver sa place dans le groupe. Et que ceux qui prennent le lead, alors en tant qu'adulte, on va laisser peut-être, je sais pas, la parole à ceux qui spontanément l'auraient moins prise. Je trouve que c'est pas le cas avec les enfants, et du coup je me trouve toujours un petit peu en difficulté à me dire finalement celui-là il se sera laissé simplement porter par le groupe, l'autre il aura tout pris, et puis finalement les échanges ils sont pas trop dans l'échange, pas trop dans l'écoute. Mais peut-être que c'est parce que c'est moi qui sais pas le gérer suffisamment. Après il faut aussi, alors j'ai ce défaut d'aimer le calme dans ma classe, qu'il n'y ait pas un bourdonnement incessant, parce que je suis très auditive. Le fait de les mettre par groupe me gêne. Voilà. Du coup, c'est vrai que j'exploite pas vraiment ça. Okay. Alors, ce que j'aime énormément, c'est l'entraide, mais plutôt en binôme. Ça, je trouve ça passionnant. Alors après, c'est très drôle parce que ça dépend vraiment des groupes. Il y a des enfants qui aiment passionnément aller vers l'autre une fois qu'ils ont terminé leur travail en me disant « Est-ce que je peux aider ?» Et c'est pas forcément les meilleurs. Et c'est pas forcément les meilleurs qui aident le mieux. C'est très intéressant.
Et au contraire, j'ai parfois des élèves qui sont excellentissimes, qui terminent en 2 secondes et qui sont d'abord pas du tout attirés par le fait d'aider un autre enfant, mais qui, si parfois je leur demande et qu'ils le souhaitent, seront absolument incapables en fait de décortiquer le cheminement, ou alors qu'ils vont asséner carrément la réponse en disant bah tu vois c'est ça, hop, allez au suivant. Et c'est vrai que cette année particulièrement, j'ai des élèves qui d'abord sont dans une véritable bienveillance, c'est-à-dire qu'il y aura pas, parce qu'il y a ce côté-là aussi de la moquerie ou du jugement, on va dire, et qui ont une approche tellement justement pédagogique, parce que je leur dis toujours, je veux bien que tu ailles l'aider, mais tu lui donnes pas la réponse. Bah non, madame, bien sûr. Et en fait, vraiment, ils le respectent, c'est-à-dire que ils sont à l'écoute de l'autre. Mais ça, vraiment, ça dépend totalement du groupe que l'on a. Et donc de chacune des personnes, c'est ça? Et donc de chacune des personnes. D'accord. Et puis, il y a aussi ces enfants qui auraient besoin d'une aide, mais qui se sentent jugés, à tort d'ailleurs, parfois, hein, ou alors qui veulent vraiment y arriver tout seul. Donc voilà, ça dépend de celui évidemment qui va donner, ça dépend de celui qui va recevoir. Mais je trouve que c'est absolument passionnant. Voilà, c'est vrai que ce système d'entraide de 2 enfants, alors ça peut marcher. Ce qu'ils aiment bien aussi, c'est quand par exemple j'ai besoin de laisser davantage de temps sur un exercice là commun que je mets au tableau. Il y en a qui vont avoir terminé mais vraiment en 2 minutes, il y en a qui vont avoir besoin d'1 quart d'heure, donc on a quand même un battement de plus de 10 minutes dans ce cas-là, ce qui est très très long sur une classe. Je leur dis à ce moment-là, comparez vos résultats les uns les autres. Donc là, ça peut être au contraire des petits groupes de 4-5 et confrontez vos points de vue. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que c'est des enfants qui ont déjà réfléchi en amont. On part pas en fait sur quelque chose de complètement vierge. Ils ont réfléchi en amont. Ils ont chacun quelque chose, enfin, à apporter leur propre raisonnement. Il va falloir les confronter. Il va falloir aussi convaincre les autres. Et ça, je trouve que c'est un exercice qui est passionnant. Et sûrement très utile pour eux pour plus tard. Et du coup, très utile pour eux pour plus tard. Parce qu'il faut qu'ils convainquent l'autre et qu'ils se remettent aussi en question. Ouais, il y en a forcément sur 5, il y a 5 résultats, il va forcément arriver. Et du coup, moi, je suis là en juge arbitre, mais de manière très très discrète, pour arriver effectivement à du coup trancher en faveur de l'un ou de l'autre. Et après, à eux de trouver le bon raisonnement. Très intéressant. Je vais vous demander de nous raconter un succès professionnel. Un moment dont vous êtes fier, ça peut être un aboutissement d'un énorme projet ou d'un micro-projet, ou voilà. Peut-être un moment où vous avez eu l'impression de faire bouger les lignes ou de faire la différence ou voilà, de changer quelque chose. Voilà, je veux bien que vous nous racontiez. Alors je pense, et pourtant c'est vraiment une expérience qui est très très lointaine parce que ça date d'une école que j'ai profondément aimée. Peut-être que c'est l'école justement qui m'a fait vraiment aimer ce métier, qui était ma première expérience de maîtresse. C'était un internat. Il en existe très peu sur Paris, où on accueillait des enfants internes de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Et j'étais justement dans cette fameuse année de grande section. Alors je sais plus si c'était grande section CE1 ou grande section CE2. Sur l'écriture en fait d'un livre. Je suis profondément certaine que la pédagogie de projet est quelque chose qui peut vraiment animer un groupe. En tout cas, moi, ça m'anime. Et je pense que c'est le fait que on soit dans un projet va complètement booster les élèves parce que on va pas travailler pour travailler, on va travailler pour aboutir à quelque chose. Et donc, on était parti dans l'écriture d'un livre, justement avec ce double niveau qui n'était pas évident. Alors, l'écriture d'un livre et aussi l'illustration de ce livre. Alors j'avais fait appel à beaucoup de compétences parce que c'est vrai que en tant que dessinatrice ou illustratrice, je suis plutôt très très mauvaise. Donc il a fallu qu'on contourne les difficultés. Et en fait, le projet a été absolument merveilleux parce que ce qui est très intéressant dans ce métier, c'est que
partir des élèves, on s'aperçoit que ils ont autant d'idées, voire beaucoup plus d'idées que nous ne pouvons en avoir. Ils sont aussi sans filtre, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner des idées folles. Et finalement, c'est sur ces idées folles qu'on va pouvoir rebondir. Et donc, on avait fait tout un travail absolument passionnant sur l'écriture. Alors c'était sur un dauphin, je me souviens. Donc il a fallu d'abord qu'on se renseigne énormément sur la vie des dauphins. Donc on avait lu plein de documentaires, on est allé voir un film de cinéma, on avait fait plein de recherches, lu plein de choses. Et puis ensuite on avait fait donc le canevas un petit peu de notre histoire. Donc c'était une écriture plutôt orale, c'est-à-dire que j'étais leur scripteur. Puisque j'avais des grandes sections, à l'époque, il était absolument inenvisageable effectivement d'écrire. Les CE2, faisaient, ou CE1, je me souviens plus, se faisaient parfois eux aussi scripteurs. Donc voilà, dessiner cette fameuse histoire déjà à travers les mots. Et puis ces illustrations. Alors je me souviens effectivement que le pauvre dauphin était dans un filet de pêche, avait été pris évidemment, et ils avaient eu l'idée effectivement de prendre des sacs de pommes de terre, de les découper et puis voilà en relief. Donc on avait fait notre fameuse illustration. Et alors du coup trop fiers le lundi matin, puisqu'ils étaient en internat, ils ne rentraient chez eux que le week-end, de rapporter chacun leur petit filet de pommes de terre. Je me souviens encore, et les mamans avaient été, parce que du coup ça avait été un très très long travail, on l'avait travaillé sur plusieurs mois. Il s'avérait que la fête des mères arrivait et que ça a été un aboutissement en fait du cadeau. J'ai absolument pas le temps en fait de faire un cadeau de fête des mamans cette année-là, et on s'est dit mais en fait c'est tellement beau qu'on l'avait offert aux mamans, mais les mamans n'en revenaient pas. Donc c'était voilà, avec plein de techniques effectivement pour illustrer. C'était de l'encre, c'était du collage, c'était des origamis, c'était ah oui, je me souviens, j'avais rapporté du sable de la plage de Carnac, et on avait donc collé, badigeonné notre feuille, ils avaient badigeonné leur feuille, et hop, on avait mis ce sable là. Enfin voilà, c'était assez merveilleux. J'entends beaucoup de créativité et de débrouillardise. Oui. Est-ce que ça, c'est une des compétences que vous avez toujours exploitées et eues? Oui. Alors, encore une fois, je pars énormément de leurs idées, qui sont très souvent des idées très créatives. Et en fait, c'est drôle parce que je vis mon métier à tout instant. C'est-à-dire que, là, je vous parlais de Fête des Mères tout à l'heure. Là, ma Fête des Mères de cette année, l'idée a germé alors que j'étais en train de me balader sur l'île de Noirmoutier en juillet dernier. Je suis tombée en arrêt devant une boutique où ils présentaient des petits galets qui étaient peints, voilà. Donc je m'étais dit tiens déjà hop, et en fait une idée en anime une autre, et je suis tout le temps même voilà dans mes balades, dans les boutiques, ou même dans les conversations que j'ai avec les gens sur des lectures qu'ils ont eues, à dire et à glaner toujours. Et j'ai même un petit carnet où je note des idées en me disant tiens, faudra que je lise, ou faudra que je recherche dans cette direction-là. Après, on est quand même aussi très très aidé avec Internet, où on arrive à chercher. Mais pour moi, alors Internet, c'est on se noie aussi. Il y a presque trop d'idées, donc je préfère finalement sur le concret, sur ce que mes rencontres, ou voilà ce que je vois. Je ramasse dans la rue. Vous n'imaginez pas le nombre de choses que je ramasse dans la rue en pensant à mes élèves. Sur mon trajet, quand je viens à vélo, voilà, je suis toujours à me dire tiens si ça pourrait me servir, et hop donc voilà. Et puis voilà, j'aime bien rebondir tout le temps sur une idée qui va, je vous dis, en entraîner une autre, et finalement dessiner un petit peu le fil de l'année scolaire, quoi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu 23 colliers de nouilles pour la Fête des Mères dans votre classe? Oh là là, non. Ah non. Et alors, du coup, ce qui me fascine toujours, c'est ces maîtresses qui vont vous dire moi, de toute façon, tout est bordé. Elle vous dit ça en septembre, tout est bordé jusqu'à décembre. Alors moi, déjà, j'ai du mal à border jusque les 2 semaines à venir, parce que j'ai besoin justement d'abord de
partir justement vraiment du concret, c'est-à-dire que je suis incapable de me dire tiens, la semaine prochaine je vais faire cette notion-là, si je m'aperçois que de toute façon ils auront besoin de davantage de temps, ils auront besoin. Donc, je suis incapable. Après, je pense que c'est aussi inhérent à chaque personnalité. Il y en a qui vont être extrêmement carrés. Moi, je suis complètement ronde. Et d'un autre côté, j'ai malgré tout, j'ai besoin, et je m'aperçois que les enfants aussi, bien entendu, besoin de leçons qui soient extrêmement claires et limpides avec quelque chose de bien structuré. Donc, je pense que je suis ronde, mais dans une certaine structure, puisque de toute façon, on peut pas faire passer les notions sans que ça le soit. Et pourtant, vous avez un programme à boucler, c'est ça? Donc, en fait, sans trop prévoir, oui. J'imagine que vous arrivez quand même au bout de l'année en vous disant, la majorité ou la grande majorité du programme est acquis, c'est ça? Alors, c'est vrai qu'on court toujours après le temps. En fait, ce qui est extraordinaire, je trouve, dans ce métier, c'est que vous avez effectivement un programme, mais finalement, vous avez 1000 chemins pour y arriver. Et c'est ça que j'aime, c'est cette grande liberté, cette grande souplesse qui permet, je pense sincèrement, d'une classe à une autre, là, ma collègue. Alors voilà, ma collègue est aussi différente de moi. Elle est extrêmement carrée et bordée. Je pense qu'on arrive finalement au même résultat, mais en prenant des chemins de traverse qui sont complètement différentes. Et ce qui est, je trouve là aussi très enrichissant, c'est que elle va m'apporter ce côté très réglé dont j'ai besoin et que j'ai parfois un petit peu de mal à respecter. Et au contraire, moi, je vais lui apporter justement toute cette rondeur, et le fait de travailler énormément ensemble va être extrêmement riche. Est-ce que la composition des classes que vous travaillez probablement avec la directrice, au sein de l'école, elle est liée à votre manière d'enseigner? Est-ce que vous dites, tiens, cet enfant-là, il a besoin de super rigueur, donc il ira avec l'autre maîtresse, et celui-ci, il pourra bénéficier de ma fantaisie, de ma créativité? Bien entendu. Et là encore, on s'aperçoit, alors je sais pas à quoi c'est dû, je m'aperçois qu'on a effectivement souvent, puisque j'interviens dans la classe de ma collègue, donc je peux voir vraiment la différence entre les deux classes. On a des profils de classe qui sont complètement différents, parce que effectivement, empreinte de notre personnalité. Je pense que c'est j'allais dire qu'on les façonne, c'est pas ça, parce que mon but n'est pas de façonner mes élèves, et je veux surtout pas qu'ils changent par rapport à ce qu'ils ont, mais on donne quand même une empreinte. Et je pense que nos collègues du niveau d'en dessous, qui du coup font les classes, voilà, on voit donc la différence de personnalité entre l'une et l'autre, et nous affilie des élèves différents. Et du coup, en fait, que ce soit en amont, que ce soit la façon dont ensuite on va faire évoluer la classe, eh bien oui, j'ai effectivement une classe complètement différente de celle de ma collègue. Bon, après, c'est aussi à nous d'arriver justement à les amener là où on veut, en respectant malgré tout cette personnalité qui est la leur. Est-ce que vous avez une astuce toute particulière quand un apprentissage ne rentre pas? Quand vous voyez, alors pas chez un élève, mais peut-être vous vous rendez compte que, parce que vous essayez d'apprendre, je sais pas, le passé composé, on va prendre ça du premier groupe, là, votre classe, cette année-là, ce jour-là, ça ne rentre pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, je trouve que l'essentiel de notre métier, et de plus en plus, je le vis au quotidien, c'est de mettre du sens dans les apprentissages. Si on met pas de sens et si on plaque, ça peut jamais fonctionner. Donc, si j'ai un conseil effectivement à donner aux enseignantes qui débutent, c'est mettre du sens derrière chaque étape de ce qu'on fait. Je donne un exemple. Quand on aborde la soustraction, il y a effectivement deux méthodes qui sont différentes, mais leur expliquer comment leur expliquer
les deux méthodes, mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? C'est-à-dire qu'en fait, on plaque pas quelque chose, on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait de cette manière-là. Et en fait, dès lors qu'on est dans le sens, dès lors qu'on explique, dès lors qu'on justifie, dès lors aussi qu'on écoute les questions des élèves, eh bien, on va au plus près effectivement de l'assimilation de la notion. Ça, c'est une première chose. Et alors, l'autre chose que j'aime énormément exploiter, et en général les enfants adorent, c'est les petits moyens mémotechniques. En fait, par exemple, je dis l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, c'est pas quelque chose d'évident, il faut l'apprendre, voilà. Et puis bon, bah là pour le coup, il y a pas vraiment de sens. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas de sens. Si, voilà, l'auxiliaire être, il y a une règle. Voilà, c'est ça, c'est une règle appliquée. Si les enfants n'apprennent pas la règle, parce qu'il y a quand même il y en a pas mal qui apprennent, oublient, etc. Moi, j'essaie de leur donner des trucs astuces pour qu'ils ne l'oublient jamais. Et quelque chose de tout bête, par exemple, l'auxiliaire être. Je reprends l'auxiliaire. Le e a un accent circonflexe, donc il va être assimilé en fait à une couronne, comme un roi. D'accord? Donc, en dessous de chaque auxiliaire être, on va mettre le E avec sa couronne. Évidemment, si c'est un roi, c'est qu'il aime ses sujets. Et donc, on va aller voir le sujet et rebasculer la petite flèche vers le participe passé, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est l'auxiliaire être. Je peux vous dire que ça, ils ne l'oublieront jamais. Le petit E avec l'accent circonflexe qui est la couronne du roi, ils ne l'oublieront jamais. Et de la même manière, à contrario, le A de avoir, du coup, on met le A en dessous et on le barre systématiquement. Le barrer, ça veut dire ne pas aller voir le sujet et du coup, pas l'auxiliaire. Ce qui ne veut pas dire que les enfants réussiront forcément en dictée, mais que c'est un truc astuce qui est tellement ensuite, parce que du coup, on l'utilise de manière quasi quotidienne. Bah oui, ça va être une évidence. Et la règle de se dire, attends, est-ce que c'est avoir ou est-ce que c'est être qui finalement s'occupe de ces sujets? On se pose même plus la question parce qu'il y a voilà. Et ça, vraiment, de manière quasi quotidienne, j'essaye de leur trouver des trucs astuces. Alors c'est vrai que d'avoir un petit peu d'expérience, et là aussi grappiller dans les livres. En fait, j'adore. Tiens, il y en a un qui a réussi à trouver cette petite astuce. Hop, je le note. Voilà. Après, il y a les petites phrases qui vont vous permettre un peu idiotes, qui vont vous permettre de mémoriser. Il y a, par exemple, pour l'étape de multiplication. Voilà, là aussi donner du sens. Comment est-ce qu'on fait quand on n'arrive pas à mémoriser une table de multiplication? Il faut alors il y a par exemple la table des 6 qui rime. La table des 6 elle rime, oui, il faut le savoir. 6 x 6 ça fait 36, 6 x 8 ça fait 48. Déjà, voilà, on retrouve en fait c'est plein de petits trucs astuces qui fait que ça donne du sens ou alors ça fait écho quand on se souvient plus. Merci pour ces astuces. Est-ce qu'il y a dans votre carrière professionnelle une ou des personnes qui vous ont spécialement marqué par la manière dont elles travaillaient? Alors, mes maîtres de stage m'ont beaucoup appris parce que je trouve que effectivement c'est très bien d'apprendre dans les bouquins, c'est très bien d'entendre des professeurs qui, à l'école pendant ma formation, qui vous expliquent ce qu'il faut faire, mais en fait tant que vous n'êtes pas dans une classe et confronté à des élèves et confronté aux problèmes de leur transmettre, tout ça reste très abstrait. J'ai beaucoup appris de mes erreurs. Je pense que je progresse. J'ai beaucoup progressé à travers ces différentes expériences et grâce à mes maîtres de stage qui m'ont pointé du doigt quand ça n'allait pas, quels étaient les écueils dans lesquels il fallait pas tomber, le vocabulaire vraiment précis qu'il fallait utiliser. Donc mes maîtres de stage, oui, vraiment, particulièrement pendant ces 2 années. C'est vrai qu'après, quand on est lâché dans une classe, faut se dépatouiller. On n'a plus ce regard extérieur qui vous permet de vous dire pourquoi, mon Dieu, ça n'a pas fonctionné. Surtout les premières années en fait d'enseignement, où faut constamment en fait se remettre en question sans avoir effectivement d'œil extérieur qui vous disent ça n'a pas fonctionné parce que t'as oublié ton objectif principal ou tu l'as mal formulé.
Et du coup, il faut arriver justement à se remettre en question seul. Enfin, c'est les élèves qui vont vous renvoyer le fait que vous n'avez pas réussi votre activité. Mais il faut ensuite trouver la solution. Donc ça c'est pas évident. Alors si moi il y a vraiment une personne qui m'a énormément inspirée. C'était justement cette première école où j'étais en internat à Saint-Charles. C'est une école que j'avais choisie parce que c'est une école dans laquelle j'avais fait mon premier stage en fin d'année. C'est une école qui m'a appris, je pense, que plus que n'importe quelle école, parce que on était, alors là pour le coup, sans cesse en train de se remettre en question, tellement c'était compliqué, tellement c'était difficile, tellement en fait les profils étaient d'enfants étaient difficiles parce qu'ils vivaient des choses voilà, un peu à la Zola, qui poussaient tout seuls, que les parents les voyaient jamais parce qu'ils étaient eux-mêmes complètement débordés par leur histoire personnelle. Donc c'est vrai que je ne connaissais pas les parents avant d'avoir quitté Saint-Charles. Finalement, les parents, je les voyais une fois par an, et encore, enfin, ils venaient les chercher ici le vendredi soir. Alors, c'est dans cette école effectivement que j'ai rencontré une directrice qui était une religieuse dominicaine, qui avait vraiment fait de cette école son bébé. Qui avait une patience, qui avait un charisme auprès des élèves, qui était à la fois tout en rondeur, et d'ailleurs elle le portait sur elle, tout en rondeur parce qu'elle aimait profondément les enfants, et d'un autre côté extrêmement rigoureuse quant au respect des règles, qui apportait une espèce de bonhomie qui était folle, d'écoute, qui était bienveillante, et on sentait qu'elle était vraiment là pour eux, pour les faire grandir, pour les accompagner. Alors parce que là, il fallait les accompagner en fait dans deux sens. Il fallait les accompagner à la fois dans les apprentissages, et ça c'était nous, notre rôle de maîtresse, parce qu'elle était directrice, mais n'intervenait pas dans les classes, bien qu'elle ait été, je crois, professeure de géographie et d'histoire pendant de longues années. Et il fallait évidemment leur apprendre à se construire. Et à se construire justement en mettant un petit peu de côté toute l'histoire familiale extrêmement lourde qui les entourait, pour non pas oublier leur histoire, mais arriver à dépasser leur histoire. Et elle le faisait de manière tellement belle, tellement gratuite, qu'elle était touchante. Ce que j'admirais énormément profondément dans cette femme, c'était la confiance qu'elle avait dans ses enseignantes, et toujours la manière dont elle arrivait à nous soutenir, justement par rapport à des parents parfois très très compliqués, ou du coup par rapport à des enfants extrêmement complexes. Et c'est vrai que c'est une femme qui a énormément compté pour moi. Elle a été ensuite nommée par ses sœurs pour être envoyée à Lourdes, et du coup elle nous a quittés, même je crois en plein milieu d'année scolaire. C'était assez déroutant, parce qu'elle devait aller s'occuper d'autres sœurs qui étaient malades à Lourdes, et prendre la responsabilité de l'hospitalité. Elle a eu beaucoup de mal à quitter ce bébé. Nous, on a eu énormément de mal à quitter cette directrice incroyable, au charisme fou, qui accompagnait si bien et les parents et les enfants qui avaient besoin d'elle. Il faut dire que c'était une école qui avait été créée au début du siècle à la suite d'une épidémie de choléra. Où il y avait eu énormément d'orphelins.
et ensuite qui avait eu vocation à justement accueillir des enfants avec une vie, pas toujours très très facile. Très clair. Belle histoire en tous les cas. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé qu'on vous dise plus tôt dans votre vie professionnelle, qu'on vous apprenne plus tôt? Oui. Mais ça, c'est peut-être justement le fait d'avoir commencé par cette fameuse école qui était Saint-Charles. C'est que mon métier, c'est d'enseigner. J'aime profondément ce métier. Je suis animée par ça. Plus j'exerce, plus j'aime. Et donc, enseigner aux enfants ne me pose aucun problème. La chose que j'ai vraiment découverte sur le tard, c'est les parents. Parce que, alors surtout quand j'ai fait le grand écart, en fait, effectivement, entre cette fameuse école où finalement les parents nous faisaient une confiance quasi aveugle, parce que de toute façon, les études de leurs enfants leur passaient vraiment loin derrière, qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de nous faire confiance. Quand je suis arrivée, du coup, dans Paris 16e arrondissement, avec des parents qui étaient là pour le coup très très présents. Qui ont évidemment une attente extrêmement différente de l'éducation. Alors là, j'ai pris une douche froide là. Apprendre à gérer les parents, c'est ça? C'est ça, apprendre à gérer les parents. Apprendre d'abord à ce que parfois ils comprennent que si les enfants comprennent pas, c'est pas que de la faute de l'enseignante. J'ai été effectivement assez surprise de cette vision-là que j'avais pas trop imaginée au départ. Apprendre à respecter. C'est drôle parce que finalement, les enfants, je trouve, d'emblée, ont un vrai respect de l'enseignante. À partir du moment où on instaure une relation vraie avec eux, j'ai jamais eu trop de difficultés de relations avec les enfants, même quand il y en a qui sont un petit peu difficiles, qu'il faut reprendre, c'est compliqué, mais enfin on arrive à gérer. Ce qui est différent, mais en fait on apprend aussi à gérer les parents, c'est-à-dire que je pense que quand je suis arrivée là à Saint-François, j'ai pris des claques. Parce que j'ai peut-être pas osé dire zut quand il fallait dire zut, et que ça s'apprend. En ayant un petit peu de bouteille et en étant un petit peu plus sûr de mon métier et de la façon dont il fallait que j'aborde les choses, j'ai pu expliquer aux parents, mais parfois il faut taper un peu du poing sur la table. Parce qu'ils ont besoin aussi de s'entendre dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Très bien. Tout simplement. Donc voilà, ça on l'avait pas dit. Donc j'entends que quand vous êtes en vélo, vous ramassez des choses dans la rue, oui. que quand vous êtes en vacances, vous pensez à vos élèves. Tout à fait. Que après l'école, il y a les parents à gérer. Oui. Comment est-ce que vous ressourcez, vous trouvez quand même l'énergie? Parce que moi je m'imagine pas devant une classe de 25 élèves plus de 20 minutes, je pense. Donc, comment est-ce que vous trouvez l'énergie d'y aller toute la journée, de vous ressourcer, de penser à vous? D'abord, je suis animée effectivement par ce métier. Et c'est toute la joie de voir aussi la façon dont eux, ils arrivent à évoluer, dont ils changent, dont ils apprennent, dont ils s'intéressent, ils m'animent, les élèves. C'est sûr que je suis tellement fière quand ils arrivent à dépasser une difficulté. Je suis tellement heureuse de les accompagner. Donc ça, c'est vraiment, ça me fait complètement vibrer. Et puis effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, une année ne ressemble pas à une autre, parce que il y a tellement de chemins que j'ai jamais l'impression de faire 2 fois la même chose. Même si j'étudie 2 fois le même livre, de toute façon, j'apprends encore à relire entre les lignes grâce à eux. Voilà, il me faut encore découvrir des choses. Après, personnellement, alors mon vélo m'aide énormément. J'aime ces parenthèses où je suis entre la maison, pas encore à l'école,
mais avec cette liberté de sillonner Paris, de penser à autre chose, tout en étant très concentrée quand même sur mon trajet, la circulation. Mais en fait, voilà, c'est effectivement une espèce de parenthèse. J'aime cette liberté que je prends à travers ça. Je me ressource également de plus en plus. Moi qui ai toujours vu ma maman beaucoup jardiner et qui me suis toujours dit oh là là, jamais le jardinage, non, ça c'est pas possible, c'est pas du tout pour moi. Je jardine énormément dans ma maison de bord de mer à Carnac, à la campagne. J'ai besoin de ce concret qui m'anime en classe. J'ai besoin en fait du concret, de la nature. Alors j'ai aussi beaucoup besoin de me retrouver toute seule. C'est peut-être le fait d'être entourée à chaque fois par cette classe de 28. J'aime ces moments où, au contraire, c'est pour ça d'ailleurs peut-être que j'aime mon vélo, c'est que je suis toute seule sur mon vélo. J'aime ces moments où je me balade, où je suis sur mon paddle, ces moments où en fait il y a plus rien autour de moi. Sur la plage, je m'enferme dans mon jardin et je peux jardiner des heures sans adresser la parole à personne, même si je pense à ma classe, peu importe, mais voilà, je suis moi toute seule et puis mon esprit vagabonde de manière différente. Il y a quelque chose aussi, c'est que à travers les années, ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime pas le bourdonnement et le bruit. Je pense que je suis de plus en plus allergique au bruit. C'est certainement le fait effectivement d'avoir des enfants qui sont alors pas dans la classe, mais par exemple d'être entouré par la cour de récréation. Il y a du bruit en permanence, donc c'est vrai que je ferme les fenêtres. La cantine est extrêmement bruyante, et du coup j'aime aussi les moments où je suis sans bruit du tout autour de moi. Donc ça me ressource. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait me ressourcer? Non, voilà, c'est le fait de me retrouver en fait, moi, mais sans bruit, sans rien, sans personne autour de moi. Alors bon, j'ai mes enfants aussi qui me ressourcent, mais du coup c'est vrai que c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais j'ai presque moins envie de me plonger avec eux dans les apprentissages, parce que je le fais avec les autres. Finalement, j'ai énormément de patience avec mes élèves, beaucoup moins avec mes enfants. Donc oui, bien sûr, quand ils me demandent, je suis là pour les aider, mais finalement, je m'aperçois que je passe du temps avec eux pour d'autres choses que les apprentissages. J'aime bien justement le mettre un petit peu à l'écart. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune ou à une jeune qui envisage de devenir professeur des écoles? Il faut qu'elle se sente vraiment, dès le départ, animée, je pense, par ce métier. Encore une fois, c'est un métier, moi, dont je ne me lasse pas, mais parce que je pense que dès le départ, en fait, j'avais cette envie de transmettre. Alors, il y a l'envie de transmettre. Il y a aussi, ça s'apprend aussi sur le tard. Je pense la gestion du groupe, parce qu'en fait, il y a plein de trucs et astuces pour gérer un groupe, et qui est pas forcément évidente au départ. Je pense qu'il faut s'accrocher malgré tout. Si on a envie de transmettre, mais que la gestion du groupe est pas top au départ, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de trucs et astuces, notamment la vision globale du groupe, c'est-à-dire que de pas se focaliser sur un ou deux, mais vraiment avoir cette espèce de vision globale de la classe pour arriver à pas perdre les uns et les autres. Qu'est-ce que je pourrais, être animée. Et cette gestion de groupe, vous êtes formé, vous avez une formation permanente, ou c'est sur le tas que vous trouvez vos astuces vous-même? Non, ça c'est vraiment sur le tas qu'on trouve ces astuces, chacun ses astuces. Alors c'est vrai qu'on s'aperçoit malgré tout qu'on n'est pas du tout outillé de la même manière. Quand j'ai des stagiaires qui arrivent en classe, je me dis, ouh là là, oui, il y a du chemin quand même à parcourir, ou alors j'ai peut-être parcouru du chemin, je ne sais pas. Bon, alors, il faut dire que le statut d'enseignante, le statut de maîtresse nous donne déjà une aura.
Donc c'est beaucoup plus facile effectivement de gérer un groupe quand on est maîtresse de ses élèves, même si ce ne sont pas les miens, je me les approprie facilement quand même, que quand on arrive comme ça dans un groupe où personne ne vous connaît et on sait qu'on va pouvoir tester la petite stagiaire qui arrive. Mais je pense malgré tout, alors il y en a qui l'ont de manière évidemment plus ou moins naturelle. Quand on l'a pas de manière naturelle, il faut le travailler. Ça se travaille vraiment au quotidien en voyant ce qui marche pas, une espèce effectivement de remise en question. Le timbre de voix, à mon avis, est très important. Enfin, il y a plein de choses finalement. Mais le timbre de voix est très important, c'est-à-dire que si nous, on a un timbre de voix qui est très, très, très haut, très vif, on s'aperçoit que les enfants vont avoir un timbre de voix très haut, très vif. Au contraire, si vous baissez. Après, j'ai essayé plein de choses, c'est-à-dire que par exemple une petite cloche qui est un signal sonore pour arriver à remettre le groupe complètement au calme, mais finalement je m'aperçois que ça en dérange certains parce que c'est un bruit qui est un peu agressif, ou une lumière qu'on éteint, par exemple si vous avez vos lumières, hop, le signal qu'on indique aux élèves c'est j'éteins la lumière si je me tais immédiatement, donc voilà, ça peut être ça. Je me souviens très bien, moi j'ai un tic avec mes élèves, c'est que je fais souvent un espèce de comme ça, qui est pas en fait parce que du coup j'aime pas utiliser ma voix de manière trop forte, parce que je vous dis, plus vous criez finalement, plus les élèves vont crier par-dessus vous. Donc c'est un espèce de bruit de bouche. Et ce petit bruit de bouche, ils l'ont analysé effectivement comme une demande de silence. Ça me demande pas de forcer sur ma voix. C'est pas agressif, si vous voulez, pour. Et je me souviens d'un papa qui était venu en observation dans ma classe, parce que j'avais fait une porte ouverte justement pour montrer le travail personnalisé, et qui m'avait dit on voit, vous avez fait du cheval. Parce que c'est. Et je dis, pas du tout, j'ai jamais fait de cheval de ma vie. Mais effectivement, c'est mon petit truc astuce qui fait que, en le faisant assez fort comme ça, voilà, c'est un petit signal. Alors après, il existe, plein d'autres choses, mais ils l'ont analysé comme une demande, s'il vous plaît, taisez-vous, qui est quand même beaucoup plus agréable que le s'il vous plaît, taisez-vous de manière tonitruante. On arrive à la fin de la conversation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre avenir professionnel ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? D'avoir toujours cette foi en mes élèves, toujours cette envie d'être à leur écoute et de les accompagner, de les entendre, de partir d'eux, de m'émerveiller. Je me sens très chanceuse et je mesure ma chance tous les jours d'exercer ce métier, parce que bien qu'il soit effectivement bien qu'on ait des impératifs et des exigences d'objectifs, j'ai vraiment l'impression d'avoir des années extrêmement variées et enrichissantes. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Non, de continuer à aimer ce métier comme je l'aime. J'ai pas trop de... Ok. Merci beaucoup Valérie. Je vous en prie Perrine, avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX,
connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.